vous vous êtes rendu compte que plus on ne peut pas aller en avant, on ne peut pas reculer. Ce qui nous reste, on suspend le processus électoral, on va régler nos différends et on revient. Mais la Cour s'est déclarée incompétente pour cela. Décider de changer les dates, c'est faire entorse à la Constitution, quelque part. Mais on peut demander la révision de la Constitution. Dans la nuit de ce jeudi 23 octobre 2025, aux environs de 20 h, la Cour constitutionnelle du Bénin s'est déclarée incompétente à l'État dans ce contentieux électoral qui oppose l'honorable Michel Sodinou, député élu de la 19e circonscription électorale et son parti politique, les démocrates, au sujet de son parrainage. Entre intrigues politiques et imbroglio politico-juridique, le peuple retient toujours son souffle et se pose maintes questions. Présidentielle 2026 au Bénin, clap de fin pour les démocrates, c'est la question qu'on se pose et c'est bien le thème de votre émission Free Speech. Mesdames et messieurs, bien bonjour et bienvenue sur l'une des meilleures plateformes médias actuelles du Bénin, Speedline TV. Pendant 52 minutes, je me ferai le plaisir de vous conduire dans les méandres de cette classe politique en compagnie de mes deux co-débatteurs, Alphonse Moïse Soudé et Paul-Marie Rouessou. À la réalisation de cette émission, Josué Kankoué, Bernardin Bonoubo, Loïc Djilan, à la supervision Romaric Dossard et Naomi Yanadjo. Ne décrochez surtout pas, on revient juste après ceci. C'est eux qui l'ont fait, les forces armées béninoises. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné la vie pour nous protéger. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné la vie pour nous protéger. Moi je sais pas les mots pour décrire. Je voudrais trouver les mots pour décrire leur sacrifice. C'est pour nous protéger qu'ils se sont levés, ils se sont battus, ils nous ont défendus. C'est pour l'amour de la patrie qu'ils ont perdu la vie. C'est les armes à la main qu'ils sont tombés sur le champ de bataille. Et nous on n'oublie pas, on peut pas oublier ce suprême sacrifice. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné la vie pour nous protéger. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné la vie pour nous protéger. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Nous revenons en situation plateau. Comme vous l'avez constaté, votre émission est en train de changer un tout petit peu de format et c'est notre façon à nous autres de dire merci aux forces armées béninoises pour tout ce que ces vaillants soldats font pour notre sécurité et en ces moments sensibles où nous sommes en train d'aller vers les élections présidentielles, les élections générales de 2026, cette armée a un rôle majeur à jouer. On voudrait leur dire merci. Et dire merci à la police républicaine aussi. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Lantry. Bonjour au docteur Marie Rouessou. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent et ceux qui prennent la peine de nous suivre et de nous faire le commentaire. Vous avez regardé ce clip, qu'est-ce que ça vous fait? Et vous qui avez l'habitude de magnifier cette police républicaine, cette armée, lorsque vous regardez ce clip, c'est un chef-d'œuvre. Mais dans le contenu, le message vous dit certainement quelque chose. Oui, moi j'ai du respect pour les hommes en uniforme. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'avais été retenu quand j'ai eu le CFEB pour aller au Britannique militaire, mais c'est mon papa qui ne voulait pas que je sois de l'armée. J'ai du respect pour eux parce que chaque fois, j'ai des parents qui ont fait l'armée, qui ont fait la gendarmerie, qui ont fait la police. Mais moi-même, lors de mon séjour au nord du Bénin, je crois que j'ai vécu dans une brigade et j'ai vu comment ces messieurs-là sont dévoués pour notre sécurité. Au moment où nous dormons, nous ronflons, ils sont là sur notre sécurité. Même dans la grande ville de Cotonou, vous allez voir désormais,
ils font un travail formidable. Et pour ceux qui nous suivent, ils savent très bien que nous, sur ce plateau, nous encourageons les hommes en uniforme à bien faire leur travail. Ils sont là pour notre sécurité, ils sont là pour nous protéger. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux populations de le respecter, parce que il n'est pas donné à tout le monde. C'est un sacerdoce. Oui, pendant que d'autres dorment, que d'autres sont en éveil et qui nous protègent. Mais je voudrais aussi que les autorités politico-administratives rassurent les populations, parce que depuis un certain temps, ils circulent dans la ville de Cotonou, quelques chats, les gens se posent mille et une questions, mais malheureusement, aucune voix officielle n'est sortie pour nous dire qu'en réalité, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour assurer notre sécurité. Donc c'est une forme de dissuasion. On ne veut du mal à personne, mais on veut rassurer les populations pour dire l'insécurité, point final. Donc je crois qu'il faut que la voix, la mienne n'est pas la voix officielle, mais il y a le chef d'état-major, il y a le porte-parole du gouvernement, il y a le chef de l'État, le ministre de la Défense, ceux-là sont habilités à parler pour démontrer aux populations qu'on ne leur veut aucun mal. Tout ce qui se voit dans la ville de Cotonou, c'est normal, c'est pour assurer la sécurité. Nous avons de nouveaux équipements, c'est pour peut-être essayer ces équipements, pas contre nous, mais pour notre sécurité. Pour la sécurité du pays. Tout à fait. Merci Alphonse Moïsouré, Paul-Marie Ressour, à nouveau bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce rendez-vous qui est pris désormais avec vous. Lorsque vous regardez ce chef-d'œuvre de Don Betok qui rend hommage à notre armée béninoise, qu'est-ce que ça vous fait? La forme, on l'a vu, c'est bien beau ce clip, hein, mais le fond, les paroles, ça touche quand même. Oui, mais écoutez, moi, j'ai vu Don Betok démarrer. Hein, j'étais journaliste culturel à la Dépêche du Soir et j'allais chez Kenom, André Kenom, quand Don Betok faisait ses premiers pas. Et je suis fier vraiment du parcours qu'il a fait. Je suis très, très fier du parcours qu'il a fait. Je voudrais lui dire félicitations. Félicitations quand on tient et quand on se bat, on en arrive là. Mais au-delà de cela, il faut donc faire clin d'œil à notre armée. Sincèrement, c'est des gens qui font des sacrifices tous les jours et qui prennent beaucoup de risques pour nous protéger. Moi, je voudrais vraiment sincèrement leur dire merci, merci, merci et observer pour ceux qui sont tombés depuis le début de cette année et puis au-delà donc de cette année, tous ceux qui sont dans cette tombés, guerre contre le terrorisme au nord de notre pays. Le terrorisme, je voudrais sincèrement dire un hommage à leur mémoire et dire qu'ils aient le courage, parce que nous sommes tous derrière eux. Même si on les critique de temps à autre, nous sommes derrière eux. Nous les soutenons et nous sommes sûrs qu'ils vont arriver à gagner le combat, ce combat contre la nébuleuse de terrorisme qui nous attaque. Moïse Své a dit quelque chose quand même qu'il faut souligner. Parce que vite, oui. Ça, c'est l'utilisation que font les politiques les politiques de l'armée, c'est-à-dire que des chats qui circulent effectivement sans qu'on ne sache pourquoi, et en cette période, ce n'est pas vraiment appréciable. D'accord, je crois que les autorités compétentes sont bien conscients de ce qu'il faille dire, ce pourquoi ces chats circulent dans Cotonou. C'était, si vous le permettez, hein, parce que bon, la télévision c'est une question de temps, je ne vous coupe pas et je n'oserais même pas le faire, mais l'autre débat aussi est autant sérieux, hein, autant pertinent que ce que nous sommes en train de dire. On va profiter pour faire un clin d'œil et un coucou au DGPR, hein, Brice Alawano, qui tient de mettre cette police républicaine et qui aujourd'hui est en train de faire un bon boulot, comme l'a souvent dit Alphonse Moïsouré. Nous allons démarrer, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant, nous allons dire bonjour à Valentin Adibocha, de là où il nous suit, et à toutes les communautés de la diaspora, ceux qui nous suivent en France, au Canada, aux États-Unis, principalement M. Diallo Omar qui nous suit avec ses commentaires, au Japon, en Afrique, au Togo, hein, au Togo, au Cameroun, un peu partout, mais aussi au Bénin, au Parakou, au Burkina Faso,
à Cotonou, à Commun, les gens nous suivent et on dit merci beaucoup pour vos commentaires, vos contributions à ce que cette émission grandisse davantage. Un bonjour particulier au président Silikou, au Karimou qui nous suit aussi, à Joachim Afissou et à Damien Rwandokou. On vous dit merci pour tout ce que vous faites déjà pour que cette émission puisse prendre un peu plus de volume. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Présidentielle 2026 au Bénin, clap de fin pour les démocrates. On se pose bien la question à la lumière du rendu ou du délibéré de la Cour constitutionnelle. C'était ce jeudi 23 octobre 2025 aux environs de 20h heure de Cotonou. La sentence entre griffes est tombée. La Cour constitutionnelle du Bénin se déclare incompétente en l'état. C'est un agencement de mots qui laisse perplexe un certain nombre de Béninois qui ne comprennent pas surtout ce jargon juridique. Ici, sur ce plateau, nous allons rentrer dans les méandres de cette politique qui est en train de nous offrir un plateau. Est-ce l'apocalypse pour le Parti Les Démocrates? On va en débattre ici. Et je laisse la main tout de suite à Alphonse Moïse Soudé. Lorsque vous avez eu vent, ou vous avez écouté, vous avez lu ce rendu de cette haute juridiction qui souvent donne des sentences sans recours, qu'est-ce que cela vous fait lorsque vous voyez tout cela? Non, vous savez, la loi est très claire. Les décisions de la Cour sont sans recours. Et j'ai dit à beaucoup de personnes déjà, à la suite de la décision en ce qui concerne la saisine de Rico Moundete de l'honorable Gandounou, la Cour s'était déclarée incompétente pour connaître de ce dossier. J'ai dit, mais la Cour ira dans le même sens, parce que le contraire m'aurait surpris. Donc, ceux qui pensaient qu'il y aura de miracles, ce n'était pas possible. Mais quand on revient au fait, c'est un peu, moi je dis, que les gens nous excusent. Nous, depuis 2021, on tirait déjà la sonnette d'alarme sur ce qui se passait. Et quand on est allé modifier la loi, le code électoral, qu'on est revenu sur les 28 députés, nous avions déjà averti pour dire qu'il faut faire en sorte que toutes les énergies, que toutes les forces du Parti Les Démocrates se fédèrent. S'il y a un seul qui ne répond pas à l'appel, il y aura problème. Aujourd'hui, bon, on ne va pas pleurer sur le lait renversé, mais il faudrait constituer les responsabilités, parce que je vois tout le monde parler, mais personne ne veut situer les responsabilités. C'est vrai que l'honorable Michel Sodinou est allé à l'extrémité. C'est de l'extrémisme. C'est vrai que... Vous trouvez que c'est de l'extrémisme? Oui, puisque aujourd'hui, au terminus, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le Parti Les Démocrates ne participera pas à la présidentielle de 2026 parce qu'il lui a manqué un seul parrainage. C'est aussi simple. Voilà l'interprétation qu'on en fait. Mais je voudrais qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. La dernière fois, dans une de mes interventions, j'ai posé une question, mais personne ne m'a répondu. J'ai dit, est-ce que Michel Sodinou est le seul à avoir menacé de retirer son parrainage? Alors, toute action appelle une réaction. Maintenant que les dés sont pipés, en tout cas, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que les dés sont pipés parce que le président Boni Yayi a eu une rencontre avec le président Patrice Talon, donc rien n'a fuité, on ne sait pas de quoi ils ont discuté. Mais moi, je me suis posé une première question. Pourquoi c'est maintenant que le chef de l'État, Boni Yayi, l'ancien président, demande à rencontrer Patrice Talon, au moment où il y avait la turbulence, au moment où, dans tous les sens, on disait que l'honorable Sodinou n'était pas libre de ses mouvements, au moment où on accusait la mouvance d'être l'auteur de ce qui se passe, mais pourquoi le chef de l'État Boni Yayi n'avait pas effectué cette démarche-là? Parce que maintenant, comme on dit de façon triviale, les carottes sont déjà cuites. Donc il va falloir qu'après ça, qu'on puisse situer les responsabilités, parce que il faut élaborer les listes pour les législatives, il faut élaborer les listes pour les municipales. Qu'adviendra-t-il des membres du Parti des démocrates? Donc, ce qui s'est passé maintenant, il faut qu'on en tire les leçons, le temps que, bon, un autre miracle ne se produise. Je crois que nous n'irons pas très vite à besogne, parce que lorsqu'on suit un peu le délibéré, l'incompétence en l'état, là c'est un jargon, c'est un lexique qui sous-entend beaucoup de choses. Nous allons la décision de la Sénat, oui. La Sénat a donné 48 heures. La Sénat a donné 48 heures pour tout recours. Et les 48 heures s'égrènent déjà
Mais dans le calendrier qui est donné par la Sénat, c'est normalement le 26 que la Sénat devrait pouvoir sortir la liste provisoire. Et ceci reste un autre débat. Et tout à l'heure, avec la complicité de Josué Kankoué à la régie, nous allons écouter un acteur de cette Cour constitutionnelle nous expliquer un peu quelle sera la suite de la démarche. Mais avant, Paul-Marie Wessour, dites-nous, lorsque vous avez écouté ce qui a été dit du côté de la Cour constitutionnelle, quels sont vos sentiments? C'est cuit, un peu comme Moïse Alphonse Soulé l'a dit, c'est cuit? Non, pas du tout. D'accord, allons-y. C'est pas encore cuit, Moïse. Je crois qu'il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des manœuvres. C'est peut-être dans cette dynamique que le président est allé voir. Oui, le président est allé voir, mais il faut aussi dire qu'en État, enfin, un compétent en État ne veut pas dire que la Cour ne veut pas examiner le dossier, mais la Cour trouve qu'il y a des vices de forme et de procédure qu'il faut corriger avant qu'elle ne puisse statuer sur le dossier. Ce qui veut dire qu'on peut, dans la journée d'aujourd'hui, encore réintroduire le même dossier et sous la forme qui est correcte pour que la Cour puisse se prononcer. Donc, j'ai vu un peu comme Moïse, tout le monde désespéré au Bénin, et puis dire, bon, mais c'est fini. Non, mais lui c'est un futuriste. Il s'imagine un peu la suite de ce qui va se faire. Non, je partage totalement son analyse, puisque nous l'avons fait depuis 2021. Sur le fait que les démocrates devraient normalement jouer un jeu qui nous permette tous d'aller vers cette élection regroupée et ne pas faire des querelles de clocher qui aujourd'hui sont donnés donc devenus le vrai problème donc du parti. Et aujourd'hui on se retrouve avec un parti qui est pratiquement en lambeaux et qu'on a des extrémistes qui prennent donc le parti en otage, et puis le parti et à travers le parti c'est tout le Bénin et tout l'avenir du Bénin qui est pris en otage, parce que la participation du parti LD, me semble-t-il, est capitale en ce sens que c'est quand même le plus grand parti. Mais les forces choristes sont de l'opposition aussi. Excusez-moi de ne pas les considérer comme de l'opposition. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent et de penser ce qu'ils veulent. Mais l'opposition aujourd'hui se résume donc au LD et puis quelques autres partis comme la Génération, enfin JSR, hein, c'est ça, hein, de Guédou, et puis quelques autres partis qu'on peut considérer de l'opposition. Parce que, vous savez, à force de vouloir donner de l'eau au moulin de ces gens qui veulent torturer notre perception des choses, notre vision du monde, pour nous dire que le bleu c'est le blanc c'est le rouge, eh bien nous allons finir par ne plus savoir où se trouve le feu rouge à un carrefour. Et nous allons ainsi faire des accidents pour du n'importe quoi. Donc, les partis de l'opposition, quand vous parlez de ça, ne parlez pas de FCBE. FCBE, c'est un parti de la mouvance BIS, bon, enfin, qui est satellitaire, on l'a dit hein, une fois déjà ici. Et donc, moi, je voudrais simplement souhaiter que les tractations qui auront lieu aujourd'hui puissent faire de sorte que la Sénat, vous l'avez dit tout à l'heure, que la Sénat, normalement, est supposée donner la liste provisoire le 26, mais je ne sais pas ce qui précipite tout le monde en ce moment-là, parce qu'on est allé à la justice, puis en moins de 24 heures, on sort une décision, en moins de 48 heures, on a fait appel, et puis je ne sais pas ce qui précipite tout le monde. Les élections présidentielles sont dans 6 mois. Et donc, nous avons le temps de faire de sorte que on ne dise pas que le parti qui a quand même animé notre vie politique, le plus grand parti qui a animé notre vie politique depuis 2023, ne va pas aux élections à cause le plus grand parti de l'opposition ou le plus grand parti du Bénin. Parce qu'il y a l'UPR, il y a aussi le BR. Écoutez, l'UPR, je l'ai toujours dit, hein, l'UPR et Moïse, je crois qu'on partage cette vision-là. L'UPR et le BR n'ont jamais fait une élection. C'est Talon qui a fait les élections à leur place. Donc, il n'y a pas à voir. Moi, le parti LD, pour ce que je sais,
y est allé de toutes ses forces et de tous ses moyens pour obtenir ce qu'il a obtenu. Mais les autres, on le sait que c'est le est-ce que Paul Barry Rousseau, si vous le permettez, oui. Est-ce que le problème aujourd'hui qui gangrène ce parti n'est-il pas interne? Nous allons peut-être revenir tout à l'heure à vous sur cette question. On va faire un tour du côté de la régie, on va regarder cet élément et on revient en situation plateau. Nous venons de finir à la Cour constitutionnelle qui a connu ce jour des différents recours élevés contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et la Cour, après avoir examiné les 5 recours soumis à son attention, a retenu tout à l'heure dans sa décision, notamment le dispositif, qu'elle se déclare incompétente en l'état. Je suis aussi surpris, comme vous, parce que de toutes les décisions que j'ai eu à voir, à entendre, à lire, la Cour s'est souvent déclarée incompétente, mais je n'ai pas souvent relevé ce groupe de mots en l'état. Je ne sais pas si c'est les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous sommes, s'agissant du contentieux électoral ou bien de la matière électorale, qui font que la Cour a choisi d'ajouter ce groupe de mots. Toute chose que nous savons est que ça inquiète, ça interpelle beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que la Cour voudrait dire en se déclarant incompétente en l'état. Nous, en ce qui nous concerne, on retient que c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui est insusceptible de recours. Et nous attendons surtout de lire la décision pour comprendre les motivations qui ont conduit la Cour à se déclarer incompétente en l'état. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Paul-Marie Rousseau, vous étiez en train de développer un pan de votre analyse, mais lorsque vous écoutez un homme de droit, celui-là, je ne sais pas si c'est un magistrat ou si c'est un avocat, mais je crois qu'il est en toge. Et lorsque lui-même, il se met à dire qu'il ne comprend pas forcément ou qu'il ne comprend pas ce qui a été dit en l'état, incompétence en l'état, vous qui avez l'habitude de côtoyer les hommes de droit, on a tenté de comprendre un peu ce lexique, ce rajout, ce groupe de mots. Est-ce à la lumière de ce qu'il a dit, on peut oser dire que c'est un clap de fin pour le Parti Les Démocrates par rapport à ce recours? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un clap de fin. Il y a, en l'état, c'est qu'il y a vice de procédure quelque part, ou il y a vice de forme quelque part, où il y a un problème dans le dossier qui fait que la Cour, sans que ce problème ne soit résolu, ne peut pas encore discuter du fond du dossier. Et donc, je crois que les avocats du parti se sont mis au travail dès que la décision a été reçue pour que très rapidement on puisse corriger ce qu'il faut corriger et remettre le dossier donc dans le circuit, pour ainsi parler. Mais je crois aussi que au-delà donc du juridique, il y a le politique. Et le politique, c'est ça qui se fait, donc je crois, au haut niveau, donc entre le président Talon et le président Yahi. Maintenant, est-ce que à la sortie, nous avons eu le communiqué, parce que Moïse semble dire que c'est le président Yahi qui a demandé à rencontrer le président. Oui, puisque nous avions eu sur les réseaux, nous avions eu un communiqué émanant des arcanes de ce parti, où nous avions cherché à savoir si ce communiqué est vrai. On nous a certifié que ce communiqué est authentique. Donc, le président Boni Yahi a réellement sorti un communiqué et a tendu la main au président Patrice Talon pour qu'enfin il puisse discuter de la faisabilité du... Et a été reçu. Il a été reçu, mais nous n'avions pas eu les retours. Oui, il a été reçu immédiatement, ce qui veut dire que le président Talon aussi était disposé voilà, à recevoir son prédécesseur. Voilà. Ce qui
qu'il faut retenir de là... Oui, nous allons y revenir tout à l'heure par rapport au fond de cette rencontre-là. Mais dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, lorsque vous écoutez un peu cet éclairage de cet homme de droit, avocat ou magistrat, je ne sais pas trop, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez compris un peu ce qu'il a dit? Et à la lumière de ça, est-ce que vous pensez que les carottes sont réellement cuites pour le Parti des démocrates? Tout à l'heure, Paul-Marie Gossou parlait du politique. Ici, le juridique, c'est le service du politique. Ça, c'est le jargon. Moi, je ne veux pas m'aventurer. Mais il y a une chose, hein, et je crois que les Béninois, parfois, ils doivent nous suivre. Et j'avais déjà dit ça. Pauline Yaye a demandé à rencontrer Patrice Talon. Ne soyez pas surpris. Peut-être les gens vont m'insulter pour dire qu'il est toujours dans l'imagination. Ne soyez pas surpris qu'on instaure un dialogue politique comme en 2019. Ça, c'était ce qui était arrivé en 2019 et ça a conduit à la révision de la Constitution. Et cela n'aurait pas réglé un certain nombre de problèmes? Écoutez, oui. En matière d'affaires politiques, il y a des concessions qui se font. Pourquoi le président Boni Yaye a-t-il cherché à rencontrer le président Patrice Talon? C'est qu'il y a encore possibilité que des choses se fassent. Donc je dis, ne soyez pas surpris si on vous dit, bon, il faut revoir les dates des élections, il faut organiser un dialogue politique pour que nous puissions discuter des textes qui posent problème. Parce que moi, j'ai toujours recours au passé. En 2019, c'était ce qui se passait. Les textes posaient problème. On a dit, il faut qu'on se retrouve autour d'un dialogue politique. Chacun fait sa proposition. Les propositions étaient faites et ça a débouché sur quoi? Sur la révision de la Constitution. Et ici, je crois qu'avec vous, vous étiez en position de débatteur. Nous avons déjà parlé de bonus. Nous avons parlé que des bonus pourraient intervenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve dos au mur, disons les choses clairement, parce que je suis sûr et certain que le candidat Wadaye ne serait pas fier d'être élu dans ces conditions-là. À triomphe sans gloire, à 20 sans gloire. À 20 sans péril, triomphe sans gloire, oui. Il ne va pas accepter être élu dans ces conditions-là. Donc, il va se donner peut-être la possibilité d'être élu à la régulière. Et pour être élu à la régulière, il faut recommencer les choses. Et ce qui peut faire recommencer les choses, c'est qu'on se retrouve autour de la table de discussion. Moi, je ne parlerai pas d'assises nationales, mais je parlerai peut-être d'un deuxième dialogue politique où toutes les forces politiques du pays vont s'asseoir pour dire... Parce que personne n'a intérêt, qu'on soit de la mouvance ou qu'on soit de l'opposition, personne n'a intérêt que nous allions à l'élection présidentielle. Là, autant ne pas faire de campagne, parce qu'on connaît déjà les résultats. On sait que le candidat de la mouvance va battre celui de la FCBE. Donc, on ne peut pas... à l'international, ce n'est pas une bonne image pour notre démocratie. Donc, il va falloir qu'on donne la possibilité à toutes les forces politiques qui ont milité, qui se sont fait entendre, de participer aux élections. Et la seule façon... C'est ce que je vois. Je me dis que c'est peut-être cette porte de sortie-là que les deux amis ont eu à échanger. Ils ont échangé autour de ça. Et bientôt, on va voir si le... Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu. Non, écoutez, on s'imagine. Il faut toujours avoir recours au passé. Toujours au passé. Parce que depuis que le président Patrice Talon a été élu, il y a eu beaucoup de situations successives qui nous permettent de dire, en cas de blocage, c'est le dialogue qui règle les problèmes. D'accord. Nous allons rentrer dans le fond de cette rencontre où on n'a pas réellement encore un communiqué du parti. Nous statuons sur ce qui a été dit. Mais il y a un autre fait majeur à l'intérieur de ces recours. Il y a eu un recours. Un juriste a déposé le lundi dernier, avant même que la Cour ne se mette en place pour statuer sur le recours du Parti des démocrates, l'autre juriste, Nouroudine Sakasalé, a déposé un recours pour la suspension du processus électoral. Un recours qui n'a pas prospéré, mais il est revenu à la charge et avec un autre recours. Dites-nous, est-ce que tout cela s'inscrit dans la dynamique de ce que vous êtes en train de dire, Alphonse Moïse Soudé? Vous savez, oui, on parle de suspension du processus électoral. On est en train de donner les armes à celui qui veut organiser le dialogue politique d'exploiter. Vous vous êtes rendu compte que plus on ne peut pas aller en avant, on ne peut pas reculer. Ce qui nous reste, on suspend le processus électoral, on va régler nos différends et on revient. Mais la Cour s'est déclarée incompétente pour cela. Est-ce que la Cour va chaque fois s'imposer aux hommes politiques? Parce que le recours introduit qui demande la suspension du processus électoral peut revenir encore sous une autre forme. Et la Cour,
dans ce cas-là, sera favorable et va renvoyer les hommes politiques deux à deux pour dire allez vous entendre, on suspend le processus et on fait les choses à la régulière. D'accord. Paul-Marie Wessou, lorsqu'on sait que quand on y va au test, l'article 142 du Code électoral stipule que la Cour constitutionnelle connaît des contentieux électoraux plutôt, à l'entame du processus jusqu'à la fin, et que cette même Cour se déclare incompétente pour décider d'une suspension du processus électoral. Pensez-vous qu'il y a une possibilité que l'on puisse arrêter la machine et passer au dialogue politique? Non, parce que la Cour, je crois, peut se décider incompétente pour suspendre le processus électoral. Parce que mais qui va le faire alors? Attendez, quand même, parce que les dates retenues pour le processus sont constitutionnelles. Et donc, décider de changer les dates, c'est faire entorse à la Constitution, quelque part. Mais on peut demander la révision de la Constitution. On peut le faire. Non, oui, mais... Il y a la possibilité, oui, pourquoi pas. Mais ce qui est important, moi je ne pense pas qu'il va y avoir dialogue. Je ne pense pas que cette rencontre débouche sur un dialogue, parce que c'est clair, le discours du président à la fin de l'année dernière, que rien ne lui fera changer de posture en ce qui concerne, en tout cas, la marche qui est en cours. Par contre, il a la latitude maintenant de sauver son système, sa réforme du système partisan. Parce que la réforme même est en difficulté. En réalité, ce n'est pas tout le processus qui est en difficulté. Parce qu'ils peuvent dire un peu comme l'histoire du bon samaritain, moi ça ne me regarde pas. C'est les LD, c'est leur problème. Et ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Maintenant, si ça fait qu'ils ne règlent pas leurs problèmes jusqu'à ce que ça n'aille à l'absence de leur parti au niveau donc, du processus électoral, peu m'importe. Ils peuvent dire ça. Mais dans ce cas, comme je le dis, c'est faire entorse à leur propre réforme. Parce que le président, nous le savons, a tenu à cette réforme. Et quand vous vous rappelez, il a rencontré le Parti Les Démocrates l'année, je crois que c'est 2023, il y a maintenant un moment, qu'il a rencontré le parti. Et qu'on lui a dit les 10%, il faut revoir ça. Je crois, on a posé un problème comme ça. Et il a dit, mais écoutez, les 10%, c'est ça qui fait que vous tenez là, vous-même en tant que parti. Parce que si c'était enlevé depuis, ce LD irait en éclat. Donc, je pense que si le système et la réforme électorale telle qu'il l'a conçue, telle qu'il l'a mise en œuvre, lui tient à cœur, il va plutôt aller vers sauver le soldat LD. Et pour sauver le soldat LD, il y a plusieurs manières. Je crois que on peut faire de la médiation. La médiation, et là, la médiation ne concerne pas que le gouvernement, que le président Talon ou que les acteurs politiques, mais je crois que c'est en ce moment qu'on sent le manque d'une personnalité comme le cardinal Ganti. Vous vous rappelez, quand il y a vraiment des crises et que les crises arrivent à un certain niveau, c'était lui qui essayait de jouer la médiation. Et la médiation des églises, de l'église catholique, bien sûr, la médiation des mosquées, la médiation. Il faut de la médiation au sein du parti pour débloquer cette situation très rapidement. Mais si on n'a plus le temps pour faire de la médiation et que le président veut sauver sa propre réforme, je crois qu'il va aller au secours des LD, soit donc toujours en faisant la médiation, ou en faisant de sorte qu'ils puissent participer aux élections. Et pour participer aux élections, ce n'est pas que le dialogue. Il y a la possibilité de leur donner un parrain. Point final. Et non, régler. Tous les parrains, à mon avis, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a encore de parrains en réserve. Mais ce que je vais dire, si on suspend le processus électoral, qu'on doit donner la possibilité au LD de participer, il faut toucher aux dates. Ne nous trompons pas. Les dates étaient déjà fixées dans la Constitution. Et c'est pourquoi j'ai dit en me référant en 2019, nous irons à un dialogue politique. Chacun pose ses problèmes. Donc, par conséquent, le code électoral qui met à mal la réforme du système partisan, on doit revoir des articles. Et par conséquent, il faut donner un coup de pied à la Constitution. Parce que les dates sont fixes. Si on doit suspendre le processus électoral et revoir les dates,
il faut toucher à la Constitution parce que les dates sont connues dans la Constitution. On sera obligé d'écourter peut-être les délais. Et pour écourter les délais, il faut forcément toucher au texte. C'est ça la réalité parce que aujourd'hui, tout le monde constate que pour sauver le processus électoral, un dialogue s'impose. Un dialogue s'impose. Et vous avez bien fait d'évoquer la société civile, les religieux. Bon, je dis que mes amis évangéliques sont déjà folklore parce qu'ils ont déjà pris position par rapport à ça. Ils ont pris position. Ça, c'est peut-être pas toute la congrégation. Ils ont pris position par rapport, par rapport à qu'on appelle à un candidat. Donc, on appelle tout le monde. Et je suis d'accord qu'on instaure le dialogue parce que personne n'a intérêt que les choses se passent comme ça. Au moment où certains crient pour dire attention, les textes là posent problème, bon, certains ont fait la sourde oreille. Aujourd'hui, voilà que devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on a? On est obligé de nous asseoir. Et quand on va s'asseoir, parce que quand je dis dialogue politique, chacun va poser ses conditions. Et je voudrais qu'il vous souvienne, Paul-Marie Rousseau, ce qui est arrivé à Maître Adrien Fougouedi quand il était président de l'Assemblée nationale, quand on lui a demandé. Ils ne sont pas allés très vite, mais malheureusement, on les a bottés à la touche. Il faudrait que chacun soit prêt à faire des concessions. Si nous voulons que la réforme du système partisan soit désormais une réalité, parce qu'à l'épreuve du temps et à l'épreuve des événements, nous avons vu la difficulté du code électoral. Donc, il faut forcément maintenant qu'on s'asseye. Nous sommes obligés de nous asseoir pour discuter, sinon on ne peut pas aller à l'élection comme ça. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'accord avec vous, Alphonse Moïsoulé et Paul-Marie Rousseau. C'est bien le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Maître Joseph Fufame Djogbenou, qui disait entre-temps que c'est maintenant qu'on veut implémenter le système partisan. Et donc, pour lui, il n'y a pas encore péril en la demeure. Vous vous souvenez qu'il a dit, lorsque on était en train de faire les accords de gouvernance et autres, nous allons faire un tour du côté de la régie. On va écouter un autre acteur politique qui s'est penché sur la question, sur tout ce qu'il y a, tout ce feuilleton, Sodjinou, LD et puis tout le reste. Et on va revenir juste après cela pour donner nos impressions, nos avis d'analyse sur la question. On est du côté de la régie avec Josué et Kankoui. Nous, les partis soutenant la mouvance présidentielle, on ne peut pas se moquer de cette formation en difficulté. Parce que nous aussi, on a nos problèmes. Mais seulement que, pour nous, c'est caché. On s'entend. On trouve notre solution en notre sein. C'est tout. Sinon, la crise aujourd'hui au sein de cette formation, moi je les recommande, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils s'asseyent, il faut qu'ils se parlent afin de pouvoir régler ce problème et non attaquer le chef de l'État. Le chef de l'État n'en est pour rien. Cela y va de la vie des partis politiques. Au contraire, ce que je vais leur demander, en ce moment capital de leur vie, c'est le calme, c'est le silence, pour avoir l'énergie nécessaire pour trouver des solutions à leurs problèmes. Qui peut être heureux de leur situation? Je vous fais une confidence, je ne suis pas sûr que le chef de l'État soit content de ce qui... Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. À l'instant, c'était l'ancien député David Biokou, certainement que vous avez reconnu, Alphonse Moïsoulé. Lorsque vous l'écoutez, est-ce que vous êtes d'avis avec lui par rapport à ce qu'il dit quand il dit que le chef de l'État n'en est pour rien et que le problème est interne à ce parti, les démocrates? Écoutez, il a reconnu aussi que chaque parti a ses difficultés. Oui, il a dit. L'avantage des partis de la mouvement, c'est que le chef de l'État a encore les manettes en main, personne ne peut le défier. La preuve, depuis que le candidat Ouadani a été présenté à tout le monde, vous avez entendu les ronchonnements. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de ronchonnement, il y en a. Et je dis, tant qu'on n'a pas sorti la liste des municipales et des législatives, les gens ne diront rien. Parce qu'ils savent que leur carrière politique se joue autour de leur bouche. S'ils vont à l'encontre des décisions du chef de l'État en l'État, ils ne vont pas se retrouver sur la liste. C'est ça qui les tient là-bas à la mouvance. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous dociles. Ça, c'est le calme avant la tempête. Vous allez voir, quand on va sortir ces listes-là et qu'il y a des hommes politiques qui ne vont retrouver leur nom ni sur la liste des municipales, ni sur la liste des législatives, vous allez voir comment ça va se passer. Donc je dis, aujourd'hui, c'est le dialogue. On n'a plus besoin de s'auto-accuser.
On n'a plus besoin de jeter la pierre aujourd'hui. Je dis, que doit-on faire pas pour sauver les LD, mais pour sauver la réforme du système partisan. Il faut qu'on s'entende. Moi, je ne demande pas qu'on sauve les LD, je ne demande pas qu'on sauve qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on se rend compte des difficultés que le code électoral dresse sur le chemin des différents partis politiques. Donc, il va falloir qu'on s'asseye à nouveau, qu'on se dise, voilà ce que nous disions depuis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dis, ça passe par le dialogue. Paul-Marie Ossou, et lorsque vous écoutez David Biokou, vous avez les mêmes impressions. Ne peut-on pas continuer le processus en l'état, comme le dirait l'autre? Non, moi je crois que le système ou la réforme a montré ses limites. Il faut... On n'a pas fini de l'implémenter. Non, mais écoutez, on implémente ça depuis 2018. Tout ce qu'on a fait, c'est de visser un peu plus. Donc moi, je ne sais pas ce que, enfin, le président du parti UPR vient dire que c'est maintenant qu'on vient implémenter, ou bien il n'était pas dans le pays. On implémente il est bien dans le pays. Bon, bien sûr, on implémente donc la réforme depuis 2018. C'est simplement qu'on a vissé encore d'autres choses dans le code. On a réajusté, non, on n'a pas réajusté. On a vissé, d'accord. Et en vissant, on a porté plus loin les difficultés que les gens doivent vivre. Et c'est ça, les gens vivent les difficultés. Et comme je le dis souvent, vous savez que les difficultés à la mouvance, ça n'a pas manqué. Ce n'est pas que tout est rose là-bas. Leur processus a commencé depuis 2023, avec le jour... mais qui est allé dire quelque part que oui, lui, son candidat pour succéder au président de la République, c'est Olivier Bokor. C'est depuis ce jour que le processus a commencé. Et tous ceux qui pouvaient lever le petit doigt, on leur a tapé sur les doigts pour que tout se range. Et on a déblayé le terrain. Comme je l'ai dit, c'est comme un terrain. Le code électoral, c'est vraiment un terrain qui a beaucoup de mines antipersonnelles. Donc, on a déblayé le terrain pour conduire un candidat jusqu'au stade où il y aura le match. Et maintenant... C'est aussi ça la discipline de groupe? Non, je ne crois pas que ce soit la discipline de groupe qui fait ça. Et cette discipline n'est pas, même si c'était une discipline de groupe, elle n'est pas pédagogique? Non, elle n'est pas plutôt durable. Elle n'est pas durable. Elle tient à une personne. Elle tient à une personne et à une façon de gérer les hommes qui n'est pas durable. Parce que si vous n'êtes plus là, cette discipline va disparaître. Donc il faut faire, et c'est ce que moi j'ai toujours dit, il faut créer un système qui fonctionne même quand son auteur n'est plus là, un système qui fonctionne normalement. Or, ce que nous avons là, ce n'est pas un système qui peut fonctionner quand son auteur ne sera plus là. Et donc il nous faut, moi j'aurais souhaité, comme Moïse le dit, qu'on aille à la relecture du code et tout cela, mais moi je ne pense pas qu'on ait encore du temps pour ça. Je le pense sincèrement qu'on est encore. Je ne pense pas qu'on ait encore du temps pour ça, à moins qu'on suspende le processus de l'élection du président de la République et qu'on s'occupe d'abord des législatives qui sont dans 3 mois, ou je crois, ou dans 2 mois et demi, et qu'après, maintenant, on reprenne le processus du président de la République. Mais je pense plutôt qu'il est encore possible de sauver les meubles, et sauver les meubles, c'est vraiment qu'il y ait des médiations maintenant. Parce que ce qui apparaît clairement au niveau du parti, les démocrates, et il faut le dire, les partis politiques, quand ils sont en souffrance, c'est tout le pays qui est en souffrance. Je n'ai pas comme l'impression que nous, au Bénin, nous rendons compte de l'importance des partis politiques. Lorsque les partis politiques sont en souffrance, c'est tout le Bénin qui est en souffrance. Et vous le constatez à travers l'acte de Sodjinou, comment tout le Bénin est en ébullition autour de cette question. Donc, moi, je crois qu'il est encore possible de sauver les meubles. Et pour sauver les meubles, il s'agit d'entreprendre l'intermédiation au sein du Parti Les Démocrates, entre les groupes extrémistes qui tiennent le parti en lambeaux, et que ces groupes-là fassent des concessions très rapidement, parce que le temps est contre nous, eux maintenant. Est-ce que ce ne serait pas le médecin après la mort, puisque le sort en est jeté, comme le dirait l'autre? Non, le sort n'est pas encore jeté. Même la Cour n'a pas encore dit une décision définitive. Donc, je crois qu'il y a encore de l'espoir et du temps. Oui, d'accord. Je voudrais rappeler quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut trouver peut-être un parrainage
Le Yoruba appelle ça Edakouegba, mais ça a des conséquences. D'accord. Avant qu'on en arrive à trouver peut-être un parrain pour les démocrates, et si, au sorti de cette rencontre, cela n'accouchait de rien, comment appréhendez-vous la suite des opérations pour ce parti, les démocrates, quant aux élections présidentielles de 2026? Non, moi, je lis les événements les uns dans les autres, hein, et je prends un pan de recours, du premier recours de Noureddine Saka Saleh qui a demandé qu'on suspende le processus électoral. Ce qui n'a pas prospéré. On peut réintroduire ce recours-là sous une autre forme. Parce que là, on est aujourd'hui, on doit suspendre le processus électoral. On doit suspendre. Parce que même si la mouvance elle est prête à trouver un parrainage aux démocrates, je leur dirais de ne pas prendre. Parce que demain, ça peut se retourner contre eux. Donc, il faut faire les choses. Il faut qu'on s'asseye. Cela ne passe pas. Parce que qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème? C'est le code électoral. C'est le code électoral, ce n'est pas les personnes au-delà de si vous ne voulez pas, tant pis, moi je ne laisse pas mon parrain, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce code-là nous crée plus de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qui vous souviennent, hein, quand nous étions en train d'élire les maires, on s'est rendu compte qu'il y a problème. Bon, vous savez la suite. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye. C'est-à-dire que au-delà des intérêts des partis politiques, il faut penser à l'intérêt du peuple. Si tant est que, et la mouvance et l'opposition se réclament être proches du peuple, il ne faut pas brimer ce peuple-là. Il ne faut pas créer des problèmes à ce peuple-là. Ce peuple veut vivre dans la paix. Ce peuple veut vivre la paix. Ce peuple aussi est du côté du parti UPR et du BA qui pense... Écoutez, le peuple est du côté de tous les partis. D'accord. Mais les ressentiments ne sont pas les mêmes. Vous savez, ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas que forcément ils sont d'accord. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne sont pas d'accord. Écoutez, en 2025, en 2021, vous avez vu le taux d'abstention à la présidentielle? Vous avez vu le taux d'abstention? Ce n'est pas bon qu'un peuple, que les citoyens refusent d'aller assumer leurs devoirs. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui se passe. Donc, il faut donner la possibilité au peuple de se retrouver dans le processus électoral. Donc, je dis, je suis pour le principe qu'on suspende le processus électoral, qu'on aille régler les problèmes causés par le code et que chaque candidat, parce que je suis convaincu que le ministre Ouattara ne sera pas content de se faire élire dans ces conditions-là. Les gens, si tant est qu'il va se faire élire. D'accord, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et ceux qui ont cœur pour comprendre ce que vous venez de dire, comprendront certainement. Nous sommes sur la dernière marche de cette émission, Paul-Marie Ouessou, vous le permettez, nous sommes sur la dernière marche de cette émission, je vous donne alors la main. Mais vous allez me dire, comment appréciez-vous ce communiqué de la Sénat, ou cette programmation, ou cette sortie de la Sénat, qui a donné cette liste provisoire, alors que cette liste, on a prévu dans le calendrier, dans le chronogramme, que c'est le 26. Qu'est-ce qui peut avoir poussé la Sénat à sortir une liste provisoire avant la date? Non, mais on a comme l'impression que la Sénat... En 1, 2, 3 mouvements, hein, parce oui, que bien sûr, on a comme l'impression que la Sénat est actionnée par quelque chose qui est irrationnel. Vous avez discuté ici la dernière fois, je crois, avec Valentin, bien sûr, que le geste du président de la Sénat qui est allé tirer la main de la vice-présidente pour l'amener vers le... Cela reste un fait antérieur. On n'en parle plus. Oui, non, mais nous avons tous vu là. Oui, on a tous vu. On a tous vu la même chose. Donc je dis on a comme l'impression qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui actionne les gens à la Sénat et qui fait que voyez, rappelez-vous, eux-mêmes qui ont programmé la remise des parrainages à une certaine date et puis après on remet après à une autre date. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour un réajustement du calendrier, certainement. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas à la Sénat et il faut le dire. Parce que quand il y a de la fébrilité comme ça dans des comportements de gens qui ont été là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis un pas, aller dire que les partis, qu'il y a des partis qui ne sont pas en règle et autres sur le terrain. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis... C'est leur rôle. Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis 3 ans pour que lorsqu'on rentre dans le processus électoral, maintenant, il y ait tant de fébrilité à leur niveau. Moi, sincèrement,
sincèrement, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Enfin, il y aura le moment de parler de pourquoi nous sommes exigeants vis-à-vis donc de ceux qui tiennent des responsabilités publiques de respecter un certain nombre de comportements qui permettent que les citoyens aient confiance en ce qu'ils font. Mais je voudrais quand même, si vous me permettez, très rapidement, en 30 secondes, dire que quand j'ai parlé de parrainage à donner aux démocrates, je n'ai pas dit que les démocrates aillent chercher le parrainage. J'ai dit que le président de la République, s'il veut sauver son système, et ça c'est sans condition qu'il doit le faire, qu'il doit sauver le système en faisant de sorte que les uns et les autres puissent aller normalement aux élections. Et maintenant, faire de sorte que, quand on sauve le système dans des situations difficiles comme ça, régler les problèmes après à la chute. Donc ce n'est pas que les démocrates vont aller maintenant se donner une condition sur la base de laquelle ils vont maintenant avoir un parrainage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour le président de voir que sa propre réforme est en difficulté et qu'il faut aller au secours de cette réforme. Encore que ce n'est pas la réforme de Patrice Talon, c'est la réforme du Bénin. Non, c'est lui qui l'a entrepris, et ça va être versé au bilan donc, de la mouvance sans Paul-Marie Ouesso, on vous aurait compris. Alphonse Moïse Soudé, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelle est l'ouverture que vous entrevoyez au-delà du dialogue politique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il n'y a que ça. Moi, je lis beaucoup, Ce sont les deux hommes qui se sont rencontrés ce matin. Ce sont les deux hommes qui conduisent la politique du Bénin depuis 2005. Allez lire, depuis 2005. Patrice Talon, Boni Yahi. Patrice Talon, Boni Yahi. Patrice Talon, Boni Yahi. Donc, tout dépend de ces deux hommes-là. Tout dépend de ces deux hommes-là. Donc, il faut que ces deux hommes-là se décident enfin à libérer le Bénin. D'accord. À libérer le Bénin. Et que les choses se passent normalement. Parce que dans ce qui est arrivé, personne n'est innocent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas fichu, le Mouagouya ne veut pas s'incrustrer. C'est vrai que, qu'on appelle l'opposition, ça n'a pas de responsabilité, la mouvement, parce que je dis et je répète, faisons attention. L'honorable Ouassangari a dit qu'il s'apprête à quoi? À déstabiliser la mouvance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Sur quoi s'était-il basé pour dire qu'ils vont déstabiliser la mouvance? Parce que quand vous dites que vous allez déstabiliser la mouvance ne veut pas rester les bras croisés. Elle tenterait aussi de vous déstabiliser. Donc, je dis, si on met tous les éléments les uns dans les autres, chacun a concouru à ce qui est arrivé aujourd'hui. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça passe très vite, 52 minutes. Alphonse Moïse Soudé, oui, on vous reverra certainement. Oui, je voudrais dire, hein, le Bénin nous appartient à nous tous. Nous n'avons pas deux nations. En tout cas, moi, je n'ai pas deux nations. Je n'ai pas deux passeports. Je n'ai pas deux nationalités. Je suis né au Bénin. C'est vrai que je suis sorti en temps pour aller dans les autres pays, mais je suis béninois, je me suis marié au Béninois, à une Béninoise, j'ai grandi au Bénin, j'ai fait mes études au Bénin, j'ai toute ma famille au Bénin. Donc aujourd'hui, les Béninois se posent mille et une questions. Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a cette frilosité, cette peur qui anime déjà nos compatriotes. Il revient au gouvernement de nous rassurer les Béninois pour dire tout se passera dans la paix et dans la joie. C'est ce que moi, je ne demande que ça. Et tout bon Béninois ne demande que ça, le pain et la paix. Merci beaucoup Alphonse Moïse Soudé, Paul-Marie Ouesso. Nous sommes à la fin de cette émission, en 2-3 mouvements rapidement. Oui, dire qu'il y a encore de l'espoir, hein, incompétent en l'État, il y a encore de l'espoir qu'on réintroduise le dossier en un autre État qui permet, donc de statuer là-dessus. Et moi, je voudrais inviter plutôt toutes les institutions de la République si tant est que nous voulons vraiment, nous sommes dans l'esprit de consolider la préséance des partis politiques sur les agissements néfastes des individus, que les institutions fassent de sorte que l'acte de Sodino soit isolé, pour que la République continue d'aller de l'avant avec toutes les institutions, y compris une institution aussi importante que
le parti Les Démocrates dans le processus électoral. Mesdames et messieurs, vous avez compris, ça passe très vite, 52 minutes. Nous étions là à opiner, à donner notre point de vue, nos opinions sur une question sensible. Présidentielle 2026 au Bénin, est-ce la fin pour les démocrates quant aux élections présidentielles de 2026? Mes co-débatteurs ont dit non, il y a encore de l'espoir et vous avez certainement compris qu'il y a encore de l'espoir pour ce parti. Le débat continue chez vous. Comme je le dis souvent, je ne suis pas d'accord. Pour ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Nous avions donné notre opinion. Ça peut ne pas satisfaire le goût de tout le monde, mais c'est notre part de vérité sur cette émission Free Speech. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez soin de vous. Demain reste un autre jour. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.